Analyse de la nouvelle lune du 29 mars 2025 à 11h57, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse de la nouvelle lune en Bélier, première lunaison de l'année astrologique et qui marque un nouveau départ après l'équinoxe de printemps du 20 mars. Nous entrons dans une nouvelle lune, pas comme les autres, celle-ci marque un renouveau, oui, mais un renouveau teinté d'ambivalence, d'incertitude, d'un sentiment étrange, d'un élan qui ne trouve pas encore totalement son point d'ancrage, car si le bélier nous pousse à foncer tête baissée, l'éclipse solaire partielle et la présence d'une nord en poisson nous rappellent que ce début n'est pas vierge de passé. Il y a quelque chose à absorber, à intégrer avant de véritablement avancer. Alors en plus, cette nouvelle lune doublée d'une éclipse solaire partielle inscrit ce cycle lunaire dans une dynamique bien plus vaste, celle du couloir d'éclipse amorcé avec la pleine lune en Vierge du 14 mars dernier. Si le bélier symbolise l'affirmation, l'impulsion première, le désir d'aller de l'avant, cette éclipse solaire vient complexifier ce mouvement. Car bien que la lune et le soleil soient réunis dans ce signe, le nœud nord, lui, demeure en poisson. Donc c'est là tout le paradoxe de cette lunaison, un renouveau qui ne peut se faire sans composer avec une phase de transition, d'incertitude, de dissolution. Cette nouvelle lune n'est pas une simple impulsion spontanée, elle porte en elle une ambivalence, une nécessité de réinterpréter nos élans, de revoir la façon dont nous entamons ce nouveau cycle. Un printemps, oui, mais un printemps en demi-teinte, où l'enthousiasme de l'initiative se heurte encore à un climat flou, entre hésitation et transformation. Nous allons donc décrypter ensemble les enjeux de cette éclipse, qui, comme vous le savez sans doute, peuvent couvrir les 6 prochains mois, et comprendre comment elle s'inscrit dans une dynamique plus large, en commençant par explorer le degré sabian de cette nouvelle lune. La nouvelle lune se trouve sur le 9e degré du bélier. Son degré sabian nous dit « Un enseignant présente une imagerie traditionnelle sous une nouvelle forme symbolique. La dominante est de réviser son attitude au commencement d'un nouveau cycle d'expérience. » Alors, dès les premiers mots, ce symbole nous projette dans une tension entre l'ancien et le nouveau, entre un héritage à transmettre et la nécessité de le reformuler. Il est question ici d'un enseignement, d'un cadre de référence issu du passé, qui doit être revisité pour s'adapter aux besoins du présent. Cela ne signifie pas un rejet brutal des structures anciennes, mais plutôt une transformation, une mise à jour des récits, des concepts et des repères sur lesquels nous nous appuyons. Alors, dans le contexte de cette nouvelle lune en bélier, cette idée prend un relief particulier. C'est un signe de pionnier, de celui qui initie un mouvement, qui tranche, qui ouvre une nouvelle voie sans trop se poser de questions. Mais comme je vous l'ai dit en intro, l'ombre du nœud nord en poisson vient introduire une complexité que nous ne pouvons pas ignorer. Ce nouveau départ ne peut pas être un simple acte de volonté individuelle, puisqu'il doit tenir compte d'un processus plus vaste, où l'élan personnel se confronte à un climat de dissolution et d'incertitude globale. Cette dynamique est particulièrement forte dans un monde en pleine mutation, où les structures politiques, économiques, sociales vacillent sous le poids de leurs propres contradictions. Nous sommes en plein dans une époque où les récits dominants se transforment, où ce que nous tenions pour acquis est totalement remis en question, que ce soit au niveau des relations internationales, des enjeux climatiques, des modèles économiques ou des idéologies politiques. Nous voyons émerger des tentatives de reformulation de la réalité, parfois sincères et parfois manipulatoires. L'image de l'enseignant est ici cruciale. Qui détient aujourd'hui le pouvoir de reformuler l'histoire ? Qui impose de nouveaux récits sous prétexte d'adaptation ? On assiste à une réécriture des cadres de pensée, qu'il s'agisse des relectures historiques imposées par certaines idéologies, des récits médiatiques façonnés pour orienter l'opinion publique, ou des nouvelles normes sociétales qui cherchent à redéfinir les valeurs fondamentales. Mais une reformulation qui ne s'appuie pas sur une authentique remise en question devient un simple enjolivement du passé.
Si l'on ne fait qu'habiller une idéologie ancienne d'un langage plus moderne, alors il n'y a pas d'évolution réelle, seulement une adaptation stratégique qui ne fait que repousser les conflits au lieu de les résoudre. Nous sommes donc face à un double défi. Assumer la force d'initiation du bélier tout en nous assurant que ce nouveau cycle ne soit pas un simple recyclage de l'ancien. Car s'il y a bien un piège ici, c'est celui de confondre réinvention et répétition masquée sous un vernis plus moderne. Cette nouvelle lune nous pousse donc à discerner ce qui doit être transformé en profondeur de ce qui n'est qu'un mirage réadapté. Et pour cela, il est essentiel d'observer la nature du bélier lui-même, que nous ferons juste après. Mais ce degré ne s'arrête pas là. Son mot-clé est abstraction, ce qui souligne encore davantage la nécessité de prendre du recul pour donner un nouveau sens aux structures existantes. L'abstraction, c'est la capacité à ne pas rester prisonnier du concret, à ne pas prendre les choses au pied de la lettre, mais à voir au-delà des apparences. Il ne s'agit pas d'un simple changement de forme, mais d'une réinterprétation beaucoup plus vaste, d'une ouverture vers de nouvelles dimensions de compréhension. Et c'est là que réside l'enjeu véritable de ce degré. Parvenir à ne pas s'enfermer dans une logique binaire, mais à embrasser une vision plus large, plus fluide, où l'on ne cherche pas simplement à imposer un nouveau cadre, mais à en saisir les nuances et les implications profondes. Et cela nous concerne tous. Il ne suffit pas d'observer ces mutations à grande échelle. Encore faut-il comprendre comment elles résonnent en nous. Ce degré nous invite à questionner nos propres conditionnements, à repenser notre manière de fonctionner et à ne pas tomber dans les mêmes pièges que ceux dénoncés à l'échelle collective. Alors sommes-nous en train de réellement évoluer ou simplement d'adopter un nouveau masque social pour rester en conformité avec un monde en mutation ? Pouvons-nous prendre suffisamment de recul pour ne pas nous laisser happer par des récits préfabriqués et des réinventions superficielles ? Cette lunaison nous pose une question fondamentale. Sommes-nous prêts à penser autrement, à ressentir autrement, à envisager le futur avec une réelle conscience, ou allons-nous simplement peindre l'ancien en une couleur plus actuelle sans en modifier la structure profonde ? Sous les énergies de cette nouvelle lune en bélier ambivalente, l'énergie brute du commencement, l'instinct de survie, le besoin de conquérir sans attendre se teinte d'une réflexion imposée, d'un besoin de recul, d'une prise en compte de ce qui nous précède avant d'avancer. Ici, sous la maîtrise de Mars qui se trouve en Cancer, l'énergie martienne ne s'exprime pas de façon traditionnelle. Dans ce signe lunaire, il agit sous le coup de l'émotion plutôt que de la stratégie. Et sa dynamique est souvent teintée de réactivité plutôt que de maîtrise. C'est donc un Mars vulnérable, d'autant plus qu'il n'a pas encore fini sa boucle de rétrogradation. Bien qu'il soit redevenu direct depuis le 24 février, il n'en sortira qu'au mois de mai sur le 6e degré 10 du Lion. Et avant cela, le 27 avril, il formera une 3e et dernière opposition avec Pluton. Cela signifie qu'actuellement, Mars n'est pas encore prêt à assumer une pleine action. Il est encore en phase d'ajustement, c'est-à-dire dans une dynamique de confrontation et de déconstruction avant de pouvoir retrouver une pleine affirmation de lui. D'ailleurs, dans son côté ombre, ce Mars en Cancer peut se comporter comme un enfant capricieux qui réagit sous le coup de l'émotion, faisant un caca nerveux au lieu de poser une action réfléchie. Et lorsque cette immaturité martienne gouverne une lune en bélier, nous sommes en présence d'un terrain hautement inflammable. L'émotivité peut prendre le pas sur la raison, les impulsions peuvent déborder, et les décisions prises sous l'effet d'une montée d'adrénaline peuvent avoir des conséquences non mesurées. Donc vous voyez bien que cette lune en bélier qui peut agir sans réfléchir, foncer dans le tas sans voir les obstacles, sous l'influence d'un Mars encore immature, cela peut créer un climat vraiment ambivalent et potentiellement explosif si très mal canalisé. Alors dans le contexte collectif actuel, cette énergie est préoccupante. Nous sommes entourés de discours martiaux, de tensions croissantes, d'une rhétorique de guerre omniprésente. Un Mars en Cancer qui cherche à se défendre devient excessivement réactif. Il peut attaquer par peur, par insécurité plutôt que par stratégie. Et lorsqu'un dirigeant manque de maîtrise de soi,
Lorsque les décisionnaires sont infantiles et soumis à leur propre névrose, il est tout à fait sain de nous en préoccuper et surtout de prendre beaucoup de distance avec leur gesticulation et leur posture. Je ne parle même pas de leur discours. Mais cela nous concerne tous. Si nous ne prenons pas garde à notre propre émotivité, nous pouvons nous aussi tomber dans ce piège de la réaction instantanée. Nous pouvons prendre des décisions hâtives sous le coup de la colère, de la peur, sans voir l'ensemble du tableau. Nous pouvons aussi nous laisser emporter par un feu intérieur qui nous pousse à agir sans discernement. Donc nous sommes clairement mis au défi de maîtriser nos instincts, de comprendre que l'affirmation ne se fait pas par l'agression, mais par la clarté d'intention et la précision des choix. Car en réalité, ceux qui crient le plus fort qu'ils veulent en découdre sont souvent les plus vulnérables. Et ceux qui décident sous le coup d'un élan passager sont aussi ceux qui finissent les premiers pris au piège de leurs propres contradictions. Alors, prenons garde aux impulsions mal maîtrisées. Prenons garde à ceux qui agitent des menaces sans en mesurer les répercussions. Et surtout, gardons à l'esprit que ce que nous choisissons maintenant ne se révélera pleinement qu'avec le temps. Sachons là encore faire la différence entre un véritable bélier, qui certes a le courage de ruer dans les brancards, ouvrir de nouvelles voies, mais qui sait tout autant se nourrir de ses expériences passées. À quoi bon redonner de grands coups de corne là où finalement ne se trouvait qu'un mur? À quoi bon se faire mal une nouvelle fois au même endroit? Ce n'est plus du courage là, c'est de la bêtise, de la folie, ou tout bonnement une grande infantilité. En réalité, il n'y a pas de mal à ne pas être prêt ou à ne pas avoir encore les épaules suffisamment solides pour y aller. Mais savoir estimer ses propres capacités avant de se lancer vers l'avant est, selon moi, une nécessité. Et c'est même de la maturité, d'autant plus en ce moment. Donc, observer ce qui se passe tout autour de nous peut nous aider à comprendre ce qui joue aussi en nous. Nous sommes tous plongés dans le même bain. Mais la grande différence entre les uns et les autres sera notre capacité à nous allier avec les énergies en présence plutôt que de lutter contre. N'oublions pas que Mars peut être utilisé à différents degrés et que son rôle ultime est de servir une cause plus grande que lui-même. Mars, dans sa nature la plus élevée, n'est pas seulement l'instinct guerrier ou l'élan impulsif. Il est aussi le dévouement, la discipline et la capacité à canaliser l'énergie brute vers une action consciente et réfléchie. Donc il ne s'agit pas seulement de lutter, mais de choisir ses batailles avec soin, avec sagesse, d'orienter son feu intérieur vers quelque chose de constructif plutôt que destructeur. En réalité, lorsque Mars est bien utilisé, il peut devenir un moteur de transformation, c'est-à-dire un agent de changement maîtrisé et non un simple vecteur de chaos. Alors dans cette période charnière où l'impulsion et l'impatience peuvent facilement prendre le dessus, il est plus que jamais essentiel d'apprendre à diriger son énergie avec discernement et précision plutôt que de la gaspiller dans des combats stériles ou dans des réactions incontrôlées. Alors, plaçons tout d'abord cette nouvelle lune en bélier dans son contexte astrologique. Si l'énergie de ce signe est celle de l'impulsion, du démarrage, du feu qui s'embrase instantanément, cette lunaison, pourtant marquée par une éclipse solaire partielle, ne se manifeste pas sous une dynamique d'affirmation franche et directe. Il y a quelque chose qui cloche, qui freine, qui retient. Et l'un des indices majeurs de cette tension, c'est ce semi-carré décroissant à Uranus en Taureau. C'est l'unique aspect que forme la nouvelle lune, ce qui lui confère un certain poids. Le semi-carré décroissant est un aspect de transition, un moment où l'on sent que quelque chose doit bouger, mais où l'on n'a pas encore toutes les cartes en main. C'est une tension intérieure qui pousse à réévaluer les bases sur lesquelles nous nous appuyons avant d'initier un réel changement. Alors ici, ce qui semblait évident, la direction à prendre, la manière d'agir, peut devenir soudainement plus flou, plus incertain. Comme vous le savez, le bélier voudrait foncer sans réfléchir, mais Uranus en Taureau ne permet pas l'improvisation. Il impose des contraintes matérielles, des réalités incontournables qui peuvent ralentir le processus. En clair, on a envie d'agir, de trancher, de décider,
Mais ce que nous percevons comme un frein extérieur est en réalité une nécessité intérieure de réajuster notre trajectoire. Alors sur un plan individuel, cela peut générer de la frustration, un sentiment diffus d'être prêt à démarrer quelque chose, mais de se heurter à une résistance qu'on ne comprend pas tout de suite. Ce qui pouvait nous sembler être une ligne droite peut prendre un détour. Et ce détour est là pour une raison. Intégrer des éléments que nous aurions laissés de côté en allant trop vite. Le semi-carré décroissant, c'est la révolte qui commence à s'essouffler. La tension entre un désir d'émancipation et la nécessité d'intégrer l'expérience passée. Plus collectivement, cet aspect illustre parfaitement la situation mondiale actuelle, où les grands discours sur la transformation, sur la rupture, peuvent se heurter à la lourdeur des structures existantes, à la rigidité de l'économie, à des résistances sociales, politiques, qui ne permettent pas une révolution immédiate. Nous sommes toujours dans une période de transition, mais pas encore dans un basculement total. Ce qui veut dire que toute action précipitée risque d'être rattrapée par la réalité. Donc c'est un moment où les faux départs sont nombreux et où les décisions impulsives peuvent très vite se retourner contre nous. Alors bien sûr, ce semi-carré ne fonctionne pas tout seul. Uranus en Taureau est sous la maîtrise de Vénus, actuellement rétrograde en Poisson, et conjointe à Neptune, au nœud nord et à Saturne. Et c'est là que cette éclipse solaire prend une toute autre dimension. Vénus en Poisson, et encore plus rétrograde, n'est pas une Vénus dans l'action immédiate, dans la conquête, dans l'affirmation individuelle. C'est plutôt une Vénus qui se dissout, qui se perd, qui remet en question ses attachements, qui cherche du sens au-delà des structures traditionnelles. Donc son alignement avec Neptune amplifie cette dynamique. Cela peut être l'amour de l'absolu, l'aspiration au grand tout, mais aussi la tentation de l'illusion, du mirage et de la fuite. Et c'est précisément ce qui rend cette éclipse aussi délicate. Nous avons une lunaison en Bélier qui voudrait être claire, tranchée, affirmée, mais qui est entièrement imbibée de ces énergies floues, insaisissables et dissolvantes. Le nœud nord en Poisson, conjoint à Vénus et Neptune, peut souligner une dette karmique collective, une période où l'on doit solder des comptes avec le passé avant d'avancer. Donc ne nous étonnons pas de ce climat de désenchantement, de perte de repères, où certaines croyances s'effondrent. En réalité, Saturne, en se rapprochant de la conjonction Vénus, Neptune et nœud nord, vient poser la question du réel. Quelles illusions devons-nous abandonner ? Quels rêves ne sont plus viables ? Alors bien sûr que nous avons le droit de rêver et de rêver grand, et cet amas peut d'ailleurs exacerber les grands idéaux, mais le but de notre existence n'est-il pas également de les mettre en pratique, ou du moins de tendre concrètement vers cela ? Saturne tranche, coupe, nous met face à la réalité dans toute sa crudité. En bref, Saturne en Poisson nous pousse à ouvrir grand les yeux, à nous priver de nos lunettes roses et à nous faire redescendre de notre nuage. Alors bien sûr, nous pouvons avoir l'impression d'être très lucides, mais ne sommes-nous pas d'une manière ou d'une autre, et sans même nous en rendre compte, influencés par l'air du temps, par les illusions collectives qui se tissent autour de nous comme une toile subtile ? Le nœud nord en Poisson peut agir comme un dissolvant, un rappel que certaines structures sur lesquelles nous nous appuyons ne sont peut-être que des mirages, des croyances qui, une fois confrontées à la réalité, s'effritent comme du sable entre les doigts. En réalité, il ne s'agit pas d'un simple désenchantement passager, mais d'un travail en profondeur sur ce que nous avons accepté comme vérité, sans jamais en tester la véritable solidité. Saturne, en s'approchant de cette conjonction, nous impose une rigueur dans notre rapport au subtil, au sacré, au rêve. Il nous oblige à discerner ce qui est inspirant de ce qui est purement illusoire. Donc il nous met face à cette question essentielle. Nos idéaux ont-ils une véritable consistance ou sont-ils simplement un échappatoire à ce que nous refusons d'affronter ? Il y a dans cette configuration une grande tentation de l'évasion, que ce soit à travers des idéologies trop belles pour être vraies, des discours séduisants mais vides de fond, ou encore des croyances auxquelles nous nous accrochons parce qu'elles nous rassurent, et non parce qu'elles sont véritablement justifiées. Saturne en Poisson vient tester la résistance de nos rêves, pour voir s'ils tiennent la route, ou s'ils doivent être restructurés, reformulés, voire totalement abandonnés.
Alors dans ce contexte, Mercure rétrograde sur le seuil des Poissons ajoute une autre couche d'ambiguïté. Ce n'est pas un Mercure en pleine possession de ses moyens, c'est un Mercure qui recule, qui repasse en territoire neptunien, donc qui refuse encore d'aller de l'avant. Et ce placement est particulièrement frappant car lors de la dernière éclipse lunaire en Vierge, Mercure rétrogradait en Bélier juste après. Et cette fois, il rétrograde vers les Poissons, revenant en arrière au lendemain de la nouvelle lune. Donc vous voyez bien que ce double mouvement de Mercure entre ces deux éclipses est symbolique. C'est une boucle mentale qui ne s'est pas encore refermée. Ce que nous avons cru comprendre doit être revu une nouvelle fois sous un autre prisme. Alors, si certaines choses semblaient évidentes lors de l'éclipse lunaire du 14 mars, ne le sera plus forcément aujourd'hui. Il y a une forme de réajustement intellectuel qui s'opère, où certaines informations doivent être réexaminées, certaines conclusions nuancées, et c'est là tout le défi de cette éclipse. Nous avons envie d'avancer, mais nous n'avons pas encore toutes les réponses. Ce Mercure rétrograde entre le Bélier et les Poissons agit comme un signal clair. Il est trop tôt pour trancher définitivement. Trop tôt pour croire que nous avons tout compris. Ce retour en arrière marque une phase de digestion mentale, d'absorption d'informations. On est invité à revoir nos idées, à les confronter aux réalités subtiles et aux nuances que nous aurions pu négliger. Et cette hésitation, ce flou, ce besoin de revenir en arrière pour comprendre avant d'agir, c'est précisément ce qui rend cette nouvelle lune si particulière. Nous ne sommes pas dans un renouveau brut, dans un départ net et tranché. Nous sommes dans un passage de seuil. Et pour ce faire, nous sommes tous invités à retourner en nous, et je dirais même à faire machine arrière. Non pas pour retourner là où nous étions, mais pour justement comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, et ce qui doit être laissé derrière nous pour avancer plus justement. Donc prenez tout ceci comme un carrefour où il ne s'agit pas tant de prendre une décision immédiate que de laisser émerger en nous une nouvelle compréhension. Une compréhension qui ne se force pas, qui ne se brusque pas, mais qui se révèle progressivement, à mesure que nous acceptons de regarder au-delà de notre propre besoin de contrôle. Sommes-nous prêts à naviguer dans l'incertitude sans céder à la panique, à attendre que les vérités se révèlent au lieu d'imposer une direction trop vite? Alors, avant de nous précipiter, regardons une autre dynamique fondamentale de cette carte, celle qui se joue autour d'Uranus en Taureau, qui se retrouve à la tête de 2 sextiles, l'un formé avec Mars en Cancer, donc le maître de cette lunaison, et l'autre avec Saturne en Poisson, tous deux toujours au trigone l'un de l'autre. Cette configuration est loin d'être anodine car elle nous parle d'une réorganisation en profondeur, d'une sorte d'équilibre à trouver entre le besoin d'innovation et les structures en place qui, certes, vacillent, mais sont toujours néanmoins présentes. Nous avons là un dialogue subtil entre 3 planètes aux énergies très contrastées. Comme nous l'avons vu précédemment, Mars en Cancer est vulnérable, il agit sous l'émotion plutôt que sous une impulsion purement conquérante. Uranus en Taureau, lui, est une force de déstabilisation dans la matière, une dynamique de changement qui touche aux ressources, au territoire, aux valeurs mêmes sur lesquelles nous avons bâti nos certitudes et nos sécurités. Et enfin, Saturne en Poisson qui vient poser la question de la structure, du cadre, mais dans un signe qui, par essence, dissout les limites et nous force à naviguer dans l'incertitude. Le sextile décroissant entre Saturne et Uranus est particulièrement important. La dernière fois que ces 2 planètes étaient en conflit, c'était lors de leur carré de 2021, une année, rappelez-vous, marquée par des restrictions drastiques, des contrôles sociaux renforcés, une tension constante entre les structures établies et la volonté d'émancipation. Ce carré incarnait la lutte entre le besoin d'ordre et le désir de libération, et nous avons vu comment les restrictions imposées à cette période ont laissé des traces profondes dans nos sociétés. Eh bien aujourd'hui, sous ce sextile décroissant, la dynamique change. Ce n'est plus une guerre ouverte entre ces 2 forces, mais plutôt un processus d'intégration. Les tensions passées ne sont plus aussi visibles, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas disparu. Elles se réorganisent. Elles s'inscrivent dans de nouveaux cadres. Ce qui était imposé par la contrainte est aujourd'hui intériorisé, accepté pour certains,
ou du moins assimilé dans de nouvelles formes. Ce sextile indique un moment où nous devons être particulièrement attentifs à la manière dont nous adaptons le changement. S'agit-il d'une vraie transformation ou simplement, comme dans le degré Sabian, d'un ajustement des structures existantes sous un nouveau visage? Alors dans notre vie, cette dynamique nous demande d'interroger notre propre rapport à la liberté et au contrôle. Sommes-nous en train de nous libérer réellement ou bien avons-nous simplement appris à composer avec des contraintes que nous avons, même sans nous en rendre compte, intégrées comme des évidences? Ces sextiles nous invitent à être stratégiques, à comprendre que le changement ne passe pas toujours par la rupture, mais aussi par une réorganisation intelligente des éléments déjà en place. Alors ici, Mars en Cancer vient compléter cette dynamique en ajoutant une touche de subjectivité et d'émotivité dans notre manière d'agir. Son sextile avec Uranus pourrait être une impulsion pour innover, pour sortir de certains schémas protecteurs trop rigides, mais il reste avant tout conditionné par le besoin de sécurité du Cancer. Donc la planète ne prend pas de risques inconsidérés. Elle avance prudemment, parfois sur la défensive. Et là encore, nous sommes dans une dynamique où il faut agir avec discernement. Ne pas foncer tête baissée, mais utiliser notre intelligence pour sentir le bon moment, la bonne manière d'agir. Donc là encore, nous pouvons nous interroger. Sommes-nous prêts à laisser émerger un changement conscient et structuré, ou allons-nous encore nous précipiter dans des directions qui ne sont pas encore mûres? Là encore, il me semble que la notion de patience est primordiale pour éviter les erreurs. Ce qui est frappant dans cette carte, c'est que Jupiter, planète de l'expansion, de la morale, des lois, de la justice, se trouve isolé en Gémeaux. Il ne forme pas d'aspect majeur avec le reste du ciel. Il est là, mais détaché, presque en retrait. Ce phénomène est loin d'être anodin car Jupiter est une planète qui aime se relier, qui cherche à donner du sens à l'ensemble, à incarner une vision cohérente. Or ici, précisément, il semble privé d'un véritable ancrage. Il ne guide pas, il n'oriente pas, il n'influence pas directement la dynamique de cette éclipse. Il est comme en attente. Alors bien sûr, on peut noter qu'il demeure sous la maîtrise de Mercure rétrograde, ce qui d'une certaine manière le place lui aussi dans une forme de recul, de réflexion, d'indécision. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Jupiter en Gémeaux est déjà dans un territoire qui n'est pas le sien. Il est en exil, donc il est contraint de s'adapter, à jongler entre différentes informations, entre des vérités multiples qui se confrontent, mais avec Mercure rétrograde comme maître, cette instabilité devient encore plus marquée. Il n'y a pas de certitude en réalité, pas de direction nette. Alors tout ceci est d'autant plus intéressant si l'on considère que Jupiter et Saturne se préparent à se confronter une dernière fois en carré d'ici la mi-juin. Ce carré, qui se formera lorsque Jupiter entrera en Cancer, donc son signe d'exaltation, et que Saturne basculera en Bélier, son signe de chute, marquera un véritable tournant dans la structure sociale et politique des mois à venir. Mais pour le moment, ce carré est encore en gestation. Pour cette éclipse, Jupiter est seul, en retrait, comme s'il se préparait avant l'impact final. Et cet isolement nous dit quelque chose sur l'état du monde. Jupiter, c'est la vision collective, les idéologies, les grands principes qui gouvernent une société. Son absence d'aspect direct souligne un climat où les repères sont flous, où les grandes lignes directrices semblent suspendues. Il n'y a pas de guide clair, pas d'autorité forte qui tranche ou impose un cap évident. Et ça, nous le ressentons tous, individuellement comme collectivement. Qui croire? Quelle vision adopter? Quel sens donner aux événements en cours? Nous sommes dans un moment où la morale collective est mise à l'épreuve, où les dogmes sont suspendus, où chacun tente de trouver ses propres repères dans un véritable chaos. Et cela correspond parfaitement à l'énergie de cette éclipse qui nous demande de faire preuve de prudence, de ne pas nous précipiter dans des certitudes trop rigides, mais d'accepter de naviguer dans cette zone grise. Ce Jupiter sans attache nous pousse à nous détacher des vérités toutes faites, à sortir des cadres idéologiques préétablis et à apprendre à penser par nous-mêmes. Car lorsque le carré avec Saturne arrivera en juin, la confrontation entre idéal et réalité sera brutale. Ceux qui auront su se préparer, c'est-à-dire affiner leur discernement, remettre en question leurs croyances,
auront une longueur d'avance. Ceux par contre qui auront préféré s'accrocher à des illusions confortables risquent d'être violemment rattrapés par la réalité. Donc vous voyez bien que l'absence d'aspect de Jupiter ne signifie pas un vide, mais une pause nécessaire. C'est un temps de latence où nous devons apprendre à avancer sans boussole claire, sans vérité absolue, sans direction imposée. Alors cela ne signifie pas faire n'importe quoi, mais c'est plutôt une invitation à développer notre propre réflexion, à ne pas chercher de réponse extérieure immédiate, à accepter que certaines choses ne peuvent pas encore être tranchées. D'ailleurs, Mercure rétro est au sextile de Pluton, ce qui nous invite là encore à sonder beaucoup plus profondément en nous, comme tout autour de nous. Donc, ce n'est pas le moment d'adhérer aveuglement à un récit, quel qu'il soit. C'est le moment d'observer, d'analyser, de questionner, car ce que nous voyons aujourd'hui n'est en réalité qu'une toute petite partie de l'histoire. Et ce que nous croyons savoir pourrait bien être remis en question dans les semaines et mois à venir. Jupiter, par son silence, nous rappelle que parfois, le véritable savoir ne réside pas dans ce qui est affirmé haut et fort, mais dans ce qui se construit lentement, dans l'ombre, en dehors des discours dominants. Alors, à nous d'écouter ce silence et de comprendre ce qu'il cherche à nous enseigner. Et voilà pourquoi, là encore, nous ne devons absolument pas céder aux pressions et à l'angoisse que peut susciter le carré entre la lune noire, qui vient d'entrer en Scorpion, et dont j'ai fait une vidéo dédiée que vous trouverez sur ma chaîne, et Pluton, l'un de ces deux maîtres avec Mars. Alors cet aspect peut amplifier une peur diffuse, presque viscérale, une sensation d'impuissance face aux changements profonds qui se dessinent à l'horizon. La lune noire en Scorpion vient réveiller des angoisses enfouies, des traumas liés à la perte de contrôle, à la fin d'un cycle, au sentiment d'être précipité dans l'inconnu sans filet de sécurité. Alors lorsque cette énergie rencontre Pluton, planète de la métamorphose et des crises profondes, nous entrons indubitablement dans une phase où nos instincts les plus archaïques sont mis à rude épreuve. Alors à l'échelle individuelle, cela peut provoquer une remontée de peurs anciennes, de blessures liées à la trahison, au rejet, au sentiment d'être manipulé ou contraint. Cela peut aussi exacerber un besoin de tout contrôler, de tout anticiper dans une tentative complètement illusoire d'échapper à l'inconfort de l'inconnu. Et pourtant, l'ombre du Scorpion, c'est justement cette peur de lâcher prise, cette résistance au changement qui, au lieu de nous protéger, nous enferme en réalité dans une lutte stérile contre l'inévitable. Plus collectivement, cette tension peut s'exprimer par une intensification des discours alarmistes, des manipulations psychologiques de masse, des stratégies visant à exploiter nos peurs pour orienter nos choix. Donc il y a forcément un risque d'être influencé par des narratifs anxiogènes, par des dynamiques de contrôle qui cherchent à imposer un climat de paranoïa collective. Vous savez que l'archétype plutonien en Verseau, c'est aussi la gestion des foules, la structuration d'une nouvelle forme de pouvoir par la technologie ou par la gestion de l'information et des données. Donc tout ceci peut se manifester de plusieurs manières. Une accentuation de la défiance envers les autorités, mais aussi une radicalisation des idéologies, chacun voulant imposer sa propre vérité comme une absolue. Une sensation diffuse de ne plus savoir à qui faire confiance, donc douter de tout le monde, jusqu'à risquer de sombrer dans un nihilisme total ou une forme de paranoïa sociale. Cela peut engendrer un durcissement des stratégies de contrôle et de surveillance sous prétexte de protéger, bien sûr, et qui peut dans les faits renforcer une forme d'enfermement collectif. Et bien évidemment, une manipulation des émotions collectives à travers la peur du chaos, la guerre, poussant certaines personnes à exiger toujours plus de règles, plus de restrictions, et pensant qu'elles retrouveront ainsi un sentiment de sécurité. Et c'est exactement là où il ne faut pas tomber dans le piège. Donc nous devons être extrêmement vigilants quant à la manière dont nous percevons les informations, les discours dominants, et même nos propres réactions émotionnelles. En réalité, ce carré est une épreuve qui nous demande de regarder nos peurs en face sans nous y soumettre. Nous devons plutôt nous interroger très honnêtement sur ce qui nous insécurise profondément, comprendre d'où vient ce besoin de contrôle et surtout ne pas nous laisser dicter nos décisions par la panique ou la peur de l'inconnu. Car si nous refusons de prendre du recul, nous risquons d'être happés par une spirale émotionnelle qui nous mènera droit dans le mur. Donc le défi ici est de ne pas nous laisser submerger. Nous devons apprendre à nous positionner en conscience, en prenant du recul sur nos émotions et sur l'atmosphère ambiante.
Ce carré entre deux forces aussi puissantes que la Lune noire et Pluton nous teste. Alors, allons-nous céder aux réflexes de défense archaïque ou sommes-nous capables de transcender nos peurs pour avancer avec lucidité? Car là où se trouve Pluton, il y a une opportunité de transformation radicale. Et dans ce carré, l'énergie du Scorpion peut nous enseigner une leçon précieuse sur le lâcher-prise, sur la capacité à renaître de nos cendres, plutôt que de s'accrocher à ce qui est en train de s'effondrer inéluctablement. Et c'est en osant regarder au-delà de nos craintes, en acceptant de naviguer l'inconnu sans céder à la paranoïa ou au besoin absolu de contrôle, que nous pourrons tirer le meilleur de cette phase et éviter les pièges de la manipulation. Donc vraiment, je vous enjoins à ne pas succomber à quelque panique que ce soit, ne pas vous laisser enfermer dans des récits dictés par la peur, et surtout de ne pas oublier que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à rester maître de nous-mêmes en toutes circonstances. Alors à présent que nous arrivons au terme de cette analyse, une dernière clé peut s'offrir à nous, une dernière porte à franchir pour comprendre ce que cette éclipse nous enseigne réellement. Car si l'on se fie à la symbolique du pape qui est associée à cette lunaison, il ne s'agit pas simplement d'un moment de transition, mais bien d'une initiation profonde. Le pape, c'est celui qui transmet un savoir, celui qui relie le ciel et la terre, qui guide sans imposer. Il ouvre un chemin sans y enfermer. Mais ça, c'est le côté positif, on va dire, lumineux. Mais il est aussi dans son ombre celui qui peut manipuler sous couvert de sagesse, celui qui dogmatise, celui qui enferme la pensée dans un cadre rigide, ou qui peut jouer le rôle du faux prophète. Et si cette lunaison nous enseigne quelque chose, c'est bien l'importance de discerner le vrai du faux, d'apprendre à écouter sans se soumettre, et d'être guidé sans être aveuglé. Tout au long de cette analyse, nous avons vu combien cette nouvelle lune est paradoxale, tiraillée entre l'élan du bélier et la dissolution au poisson, entre l'impulsion et la révision, entre le désir d'affirmation et cette nécessité d'intégrer ce qui précède. Nous avons exploré comment l'énergie de cette éclipse nous pousse à revoir nos croyances, à ne pas nous laisser happer par des illusions, à différer nos décisions pour leur donner plus de justesse. Et voici que le pape vient nous rappeler que nous avons tous en nous une part de maître et une part d'élève, une part de guide et une part de disciple. Donc il nous invite à interroger notre rapport à la vérité. À qui donnons-nous notre confiance? Qui avons-nous placé sur un piédestal comme détenteur du savoir? Sommes-nous en quête de réponses extérieures ou bien acceptons-nous de cheminer vers nos propres compréhensions avec patience et humilité? L'énergie de cette éclipse nous met au défi d'écouter sans abdication, de questionner sans cynisme, d'oser croire sans sombrer dans la naïveté. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, mais de comprendre que la foi, la vraie, ne se délègue pas, qu'elle ne peut être imposée ni achetée, et encore moins dictée par une quelconque autorité. La foi, c'est un travail intérieur, une discipline, un engagement personnel sur le long terme. Et c'est là tout le message de cette éclipse. Nous ne pouvons plus avancer à l'aveugle. Nous ne pouvons plus nous précipiter dans des choix dictés par l'urgence ou par la peur. Nous ne pouvons plus confondre foi et adhésion aveugle, autorité et sagesse, précipitation et véritable initiation. Alors dans cette période d'entre-deux, dans ce passage où tout semble encore incertain, prenons le temps d'écouter cette voix intérieure qui cherche à émerger, cette voix qui n'a pas besoin de justification extérieure et qui sait, au-delà des illusions, ce qui est juste et aligné. Cette nouvelle lune, loin d'être un simple départ, est une invitation à reprendre notre pouvoir, à redevenir les véritables guides de notre propre destinée, non pas dans un élan précipité, mais dans une compréhension de ce que signifie réellement initier un nouveau cycle, en pleine conscience, et avec une foi qui ne repose plus sur des croyances empruntées, mais sur une vérité vécue, ressentie et pleinement intégrée. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui vous permettra, je l'espère, de poser les meilleurs jalons pour les semaines à venir. N'oubliez pas de vous faire confiance, et je dirais même de faire confiance plus grand que vous-même. Et je sais que le défi
est immense, mais c'est un test individuel autant que collectif. Donc, ce qui peut nous rassurer, c'est que personne ne peut y échapper, et que si nous sommes là, c'est que nous avons tout à fait la possibilité de jouer. Oui, oui, j'utilise ce terme à dessein, car au-delà de ce que l'on peut observer, entendre, ou même ressentir, tout ceci n'est qu'un passage, un peu comme un niveau dans un jeu vidéo. Alors si la dissociation entre le rêve et la réalité est toujours tentant, n'oublions jamais qu'au final, nous sommes les seuls véritables joueurs de notre propre partie. Tout ce qui se présente à nous, aussi intense, confus, exigeant soit-il, n'est là que pour nous pousser à évoluer, à grandir, à affiner notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Alors comme dans tout bon jeu, ce n'est pas tant la finalité qui importe, mais la façon dont nous traversons chaque niveau, chaque défi et chaque étape. Sur ces bons mots, je vous remercie d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, à liker, à partager si cela vous a parlé, et surtout à poser vos intentions avec clarté et bienveillance. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune tout en dynamisme et en sagesse. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.